Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 3, le septième, si on compte bien, là, on est encore une fois à distance, donc on vous le rappelle, je dois dire, on est quand même assez content d'avoir été capable de vous fournir là, des épisodes constants à chaque semaine comme on aime les faire depuis déjà plus d'un an, bientôt un an et demi d'ailleurs si je me trompe pas, malgré la forte distance. Donc on vous fait aujourd'hui là, un épisode avec un bon vieux au son de la cloche. Comme on l'a dit, c'est probablement notre segment favori et on sait que vous l'aimez beaucoup. Et on vous fait un instant économie également, qui est en fait, là, vous allez voir, la deuxième partie de notre thématique, l'Afrique, terre d'opportunité. Là, on vous avait fait un premier épisode avec des pays situés en fait au nord du Sahara. Là, on va faire un petit peu parler un petit peu au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc, on va vous préparer ça pour la deuxième partie de l'épisode. Mais avant de commencer, je vais laisser Gab en fait faire le petit disclaimer là, pour nous lancer tout ça en force. Ouais, même s'il aura moins de pertinence, je dois t'avouer, pendant cet épisode-là, mais on le rappelle toujours que tout ce qu'on parle évidemment dans le podcast L'État financier, c'est à des fins d'éducation, à des fins personnelles. Il ne s'agit pas de recommandations évidemment de placement ou quoi que ce soit. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions en particulier avec votre situation personnelle. Ou si vous avez des questions même d'ordre général, par exemple, avec des sujets qui nécessitent aussi, d'un point de vue légal, l'expertise d'un professionnel. Voilà. Excellent. Donc, commençons ça en force avec le premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet qu'on vous fait là, pour cette semaine, un haut son de la cloche, vous allez le voir, là, c'est quand même assez d'actualité avec les nouvelles là, qu'on a eues. Je crois que c'était lundi de la semaine passée là, qu'il y a eu la fameuse annonce là, à l'international là, sur l'importance, encore une fois, de la crise climatique. Là, on sait que la crise climatique est quelque chose qui est majeur. Mais on voit encore Le rapport du GIEC, si je ne m'abuse. Absolument, exactement. Donc, qui a fait couler beaucoup d'encre à travers le monde et je crois que c'est dûment, encore une fois, là, ça prend ça d'une certaine manière. Donc, on veut profiter un petit peu de ce sujet-là pour embarquer sur un peu une de deux initiatives. Vous allez voir, ça va être un segment qu'on va vous faire sur une seule des deux. L'autre, on la fera dans les prochains épisodes. Là, mais des initiatives qui existent dans le but, justement, d'essayer de contrôler là, les émissions de CO2, en fait, là, au niveau des activités, surtout commerciale. On sait que c'est un des éléments clés là, de trouver une manière de contrôler soit au niveau du prix ou au niveau des quantités, les émissions. Donc c'est un peu ça qu'on veut faire. On veut en fait vous parler aujourd'hui de la taxe sur le carbone. Vous connaissez probablement également les quotas d'émissions. Donc tout ce qui est la bourse du carbone, on ne va peut-être pas vraiment, on va peut-être l'effleurer, mais on va faire un autre segment complet là-dessus. Là, c'est un complément, si on peut dire, là, de ce qu'on peut considérer au niveau de la taxe carbone. Donc, pour faire ça simple, avant de te passer la balle, Gab, la taxe carbone, comme vous le savez, là, c'est une taxe environnementale. C'est également l'une des premières initiatives là, qui a découlé des des fameuses rencontres COP. Là, je crois que c'est la COP 21 là, de mémoire. Mais c'est une taxe qui va être surtout axée, bien évidemment, comme vous allez le voir, sur le prix et non sur la quantité. Par exemple, qu'une compagnie ou qu'un produit, par exemple, dans sa manufacture, va pouvoir avoir en termes d'émissions de dioxyde de carbone. Et c'est d'une certaine manière moi je le vois un peu, puis tu le verras Gab, encore une fois, peut-être on n'a pas toujours le même axe, là. Moi je vais peut-être être plus environnementaliste à mes heures, là. Mais ce que je voyais beaucoup, là, c'est effectivement le fait que c'est vraiment une bonne manière indirecte d'impacter la protection de l'environnement. Officiellement, on sait que présentement, les grands sujets, c'est les sécheresses, c'est les ouragans, c'est les typhons, c'est les feux de forêt, là, ça n'arrête plus à travers le monde. Si je ne me trompe pas, le mois de juillet a été le mois le plus chaud de l'histoire, là, des records qui datent de des centaines et des centaines d'années. Donc, ce contexte-là ne va pas être parfait pour tout le monde, mais c'est une belle manière indirecte de mettre des balises pour contrôler justement la crise climatique. Oui, tu as bien raison, effectivement, JP. Puis merci aussi, encore une fois, pour le sujet. Je te remercie jamais assez pour nous donner, je trouve, du contenu de qualité. Puis je trouve que c'est même pertinent et pour nous-mêmes un peu de pouvoir rechercher justement là-dessus. Parce que je dois t'avouer, encore une fois, c'est pas mon sujet de prédilection, mais je trouve ça très intéressant en moins de s'y intéresser, puis peut-être de partager justement nos trouvailles avec nos auditeurs. C'est vrai que l'impact du réchauffement climatique commence à se voir très clairement, puis tu vois les derniers événements avec les feux de forêt comme on peut avoir, on avait parlé au Canada la semaine passée, mais il y en a cette semaine maintenant désormais en Grèce, en Turquie, il y en a même dans l'Espagne si je ne m'abuse, enfin, bref, des régions qui sont, comment dire, particulièrement impactées, qui ont un potentiel de feu de forêt qui est important.
Et donc la question de savoir comment on va permettre effectivement de refroidir en fait la Terre, même si je pense que à mon avis, c'est très difficile, voire impossible. La question est de savoir comment on va permettre effectivement de passer progressivement, si tu veux, les transports aux énergies de demain. On parle d'électrification de plus en plus des transports, et je pense que c'est un des enjeux majeurs de l'économie telle qu'on la voit dans les 40-50 prochaines années. Alors, l'idée de la taxe carbone, en fait, est pas vieux. Hein. C'est comment dire, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on parle effectivement de taxe carbone, en fait, depuis longtemps, en fait. Et puis, tu vois, déjà, jusqu'à très, très longtemps, en fait, tu avais le pétrole et les ressources fossiles ont toujours été des ressources qui avaient des taxes d'assises, donc des taxes supplémentaires, comme par exemple, tu vois, par exemple, quand tu payes ton litre d'essence dans ta station-service, la plupart du temps, tu as quasiment la moitié du prix, en fait, qui revient, en fait, directement dans les poches de l'État. Donc, sont des ressources qui sont extrêmement taxées, si tu veux. Déjà, pour une première chose, c'est que le but, c'est évidemment d'inciter les gens, si tu veux, à utiliser des moyens de transport alternatifs quand c'est possible. Donc, par exemple, les transports en commun, le bus, le car, etc. C'est vrai que la question d'une taxe carbone, qui serait spécifiquement une taxe qui permettrait de financer, si tu veux, la transition écologique, donc financer en particulier l'électrification du transport et puis par exemple le développement d'énergies renouvelables, donc par exemple comme le solaire, l'éolien ou même. Alors là, c'est justement peut-être là où tu vas peut-être me taper sur les doigts, mais par exemple le nucléaire peut faire du sens, effectivement. Effectivement, puis encore une fois, comme on l'a dit, là, la taxe carbone, puis on veut parler un petit peu en introduction là, de ce que c'est, encore une fois, mais il y a aussi toute la partie de dire, on va en parler sous peu, là, mais il y a beaucoup de critiques quand même des deux côtés, là, encore une fois, autant pour les personnes qui sont pour et les personnes qui sont contre la taxe carbone. C'est sûr que officiellement, il y a deux modèles. On l'a mentionné, là, et le terme ou la famille de taxes, il appelle ça une taxe pigouvienne. J'avoue que j'ai appris le terme là. C'est-à-dire une taxe qui est fondée sur la logique d'être pollueur-payeur. Donc, une personne qui va utiliser, ou une entreprise qui va utiliser beaucoup, ou qui va émettre beaucoup de gaz à effet de serre, principalement le CO2, va payer davantage, bien évidemment, qu'une compagnie qui va en faire moins. Et le but, comme on l'a dit, c'est d'inciter les initiatives en disant, par l'incitatif monétaire, vous allez avoir intérêt à réduire vos émissions, à changer vos méthodes de production et encore une fois, à peut-être même, si c'est pas changer vos méthodes d'opération, parce que c'est pas toutes les compagnies et toutes les industries qui le peuvent, c'est de mettre en place au moins des initiatives favorables en contrepartie de vos activités. Donc c'est, encore une fois, deux méthodes existent. La méthode qui est appliquée présentement, c'est la méthode qui est en amont. Là, donc la taxe va souvent s'appliquer, si on parle d'une chaîne d'opération logistique, là, la taxe va s'appliquer beaucoup plus au niveau des premières compagnies qui vont utiliser les produits pétroliers. Donc la taxe va s'appliquer à la base, étant donné qu'une chaîne d'opération logistique, c'est intégré dans plusieurs industries, on le sait, c'est intégré à travers le monde. On en parlait entre autres avec l'épisode sur les composantes informatiques il y a de ça quelques semaines. Donc le but, c'est de dire, il va y avoir de haut en bas, au final, la taxe va avoir un impact à la source sur un fournisseur qui va avoir un impact sur un autre fournisseur et indirectement sur le bien final. Donc en amont, et présentement la méthode la plus appliquée. Il y en a une également qui est considérée comme étant en aval, qui n'est pas appliquée, là, qui, comme son nom l'indique, et c'est de manière très logique, la taxe s'appliquerait davantage au niveau des produits finis et non pas sur l'utilisation initiale de pétrole. Donc ce serait les produits pétroliers seraient en quelque sorte la quantité d'un bien, la quantité de produits pétroliers ou d'empreinte énergétique d'un produit en question aurait une taxe qui serait appliquée sur la vente à ce moment-là en conséquence. Donc c'est une méthode qui existe, c'est une méthode qui n'est pas appliquée. Donc c'est juste pour vous faire un petit point, c'est un petit peu l'introduction. Puis je vais te laisser, Gab, peut-être en parler un peu plus parce que j'ai lu beaucoup là-dessus, là, comme on dit, pour faire les notes de l'épisode. Et vraiment, un des points qui est le point central, le point de contingence dans toute la discussion sur la taxe de carbone, c'est qu'elle est appliquée par-ci, par-là dans différents pays. On sait que c'est beaucoup le cas en Scandinavie. On va pouvoir parler du Danemark, de la Finlande, etc. Le Canada en applique une malgré tout. La France en a également une. Donc, c'est appliqué sporadiquement, pas à l'échelle internationale, mais très axé sur chaque pays un à la fois. Et le point central, c'est, et c'était soulevé, si je ne me trompe pas, même par le FMI et par même plusieurs experts en France, j'ai mis quelques citations d'ailleurs qu'on pourra se référer aux besoins, mais c'est le fait de dire il faut mettre un prix universel sur le carbone. Il faut qu'on soit capable de dire, OK, l'utilisation d'une tonne de carbone, par exemple, en termes d'émissions, ça coûte 30 €. Et c'est comme ça pour tout le monde, peu importe la compagnie à travers le monde, plutôt que d'avoir des fluctuations, et ça, on va en parler sous peu, puis je mets le terrain pour toi, Gab, également, au-delà de dire le point de contingence, fixer le prix du carbone, c'est aussi fixer la logique
universelle de dire une économie qui se développe doit être autorisée, entre guillemets, à utiliser davantage de carbone parce qu'à l'époque, les grandes industries, les grandes économies industrialisées ont pu le faire sans aucun risque. Donc c'est, un, fixer le prix, et deux, comment est-ce qu'on peut déconstruire la logique que les pays qui sont en développement doivent être considérés au même niveau que les pays industrialisés en termes de dire, si c'est 30 euros la tonne, c'est 30 euros autant en Ouganda, par exemple, qu'aux États-Unis, et c'est universel. Il n'y a pas plus de permissibilité dépendamment de la croissance de l'économie. Oui, puis tu le dis bien, effectivement, cette taxe carbone-là, parce que moi-même j'ai aussi un peu lu quand tu m'as annoncé le nom du sujet, je me suis quand même un peu renseigné un peu quel était le cadre d'application, si tu veux, dans plusieurs pays, là, pour me donner un peu une idée de comment ça fonctionne. Et ben en fait, ça dépend en fait. Tu as certains pays effectivement qui vont taxer directement à la quantité, si tu veux, de CO2 qui a été rejeté, par exemple, par une industrie en particulier. Je te donne un exemple. Imaginons que tu es dans une usine, une usine qui produit, si tu veux, du CO2, donc qui a besoin de brûler, par exemple, des ressources. Cette fumée, évidemment, qui émet du CO2, même si elle est filtrée. Et cette dernière, là, on va aller taxer justement avec un appareil de mesure spécifique combien effectivement ça va coûter. Donc ça, c'est vraiment une taxe, si tu veux, sur l'industriel, là, vraiment. La conséquence, évidemment, c'est que souvent l'industriel, en conséquence, si tu veux, à cette taxe-là, il ne va pas avoir le choix d'augmenter les prix de ses biens, si tu veux, pour évidemment régler, si tu veux, sa marge au même montant précédent. Donc c'est sûr que ça a un impact direct quand même dans les yeux du consommateur. Et puis, tu as des taxes qui sont, comme c'est le cas par exemple en France, parce que tu en as une, effectivement, je crois, depuis 2010, en fait, c'était sous le mandat de François Hollande à l'époque. Tu as eu une taxe carbone qui a été implémentée, puis c'est une taxe, en fait, qui est basée tout simplement sur le litre d'essence. Donc, tout simplement, ton montant d'essence, il est augmenté, puis cet argent-là, il est supposé, et c'est là, je dis bien supposé, payer en fait si tu veux et financer si tu veux la transition écologique. Et c'est là, je pense, toute la question effectivement au niveau du fonctionnement de cette taxe carbone là, parce que tu vois là, on l'évalue, tu vois, à peu près à 30 euros le tonne, c'est ce que tu avais indiqué précédemment. Mais sur un litre d'essence, on l'estime à peu près en fait entre 8 à 12 centimes, tout dépendamment si on inclut la TVA, donc les taxes de vente sur la taxe sur les taxes. Donc c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos, hein, de se dire je paye de taxes sur la taxe, etc. Ce qui peut être... et je pense que c'est là toute la question, si tu veux, et c'est là où je pense qu'on aura notre point de discussion tout de même, c'est que encore une fois, cette taxe-là, elle vient impacter souvent les poches, si tu veux, des gens qui malheureusement n'ont pas les sous, si tu veux, de faire la transition écologique, si tu veux. Et c'est vraiment un des axes de critique, si tu veux, principaux, si tu veux, que les gens disent. Alors même si la pollution, entre guillemets, on appelle ça en économie une externalité, c'est le nom exact, c'est une externalité négative, c'est-à-dire que évidemment cette pollution a un impact évidemment catastrophique, si tu veux, pour la vie, tout simplement. Mais c'est vrai que le fait de taxer, si tu veux, directement la pollution d'une certaine façon ou d'une autre, si tu veux, ça a un impact souvent dans la poche, si tu veux, des gens qui souvent émettent, pas forcément, ou je crois qui en émettent malheureusement contre leur gré, si tu veux. Par exemple, je pense particulièrement aux gens qui habitent en campagne parce qu'ils n'ont pas le choix, si tu veux, de se loger là-bas au cause du prix de l'immobilier qui sont très élevés maintenant dans la plupart des grandes villes. Exact. Puis tu vois, ce point-là, c'est justement la critique qui va être qualifiée de la justice climatique. Justement, de dire le fait, et comme je disais, le point central était de mettre un prix sur le carbone, de dire c'est 30, comme on l'a dit, 30 euros par tonne, peu importe. Certains vont dire, encore une fois, si on compare, par exemple, le petit café du coin là, qui, pour X raisons, aurait une empreinte énergétique épouvantable, et par exemple, de l'autre côté, Amazon. Amazon, là, à la limite, s'il faut qu'ils fassent un chèque en blanc, entre guillemets, là, de 30 euros la tonne pour continuer leurs opérations, ils ont les moyens de le faire. Le petit café du coin, qui, encore une fois, je le répète, pourquoi est-ce qu'ils émettraient beaucoup de CO2, juste mon exemple est encore une fois très, très, très fictif, là, on s'entend, là, la machine à café n'a pas une empreinte énergétique épouvantable, mais bon, ça pour dire que c'est effectivement du cas par cas, et c'est là où des personnes vont dire c'est bien de fixer le prix du carbone à un montant X, mais il faudrait peut-être discuter en fait de la manière de mettre des tranches, un peu comme le sont l'imposition d'une certaine manière. Plutôt que de parler d'une taxe, parler d'une taxe au final, parce que ça reste appliqué sur des biens, sur des produits, sur de la consommation, mais en réalité, il faudrait peut-être l'échelonner
d'une manière à ce que ce soit pas universel pour tout le monde. D'une manière que des personnes qui vont avoir dans une tranche où ils émettent beaucoup plus de tonnes de CO2 aient à payer en contrepartie un montant qui serait beaucoup plus élevé et que des personnes qui en émettraient beaucoup moins, à ce moment-là, paieraient encore une fois de la tonne beaucoup moins. Encore une fois, c'est ça la particularité. Et je lisais un truc sur, justement, je pense que c'était la COP22, il y avait le fameux économiste le Joseph Stiglitz qui était là et qui a mentionné justement ce point-là, entre autres, de dire, ben, tu sais, c'est bien de fixer le prix, mais comment est-ce qu'on a de la misère présentement à fixer un prix unique? Comment est-ce qu'on va être capable de fixer des balises, entre guillemets, ou des tranches de consommation, pas de consommation, mais d'utilisation de CO2? On est très loin du compte. Et un des points clés, encore une fois, c'est peut-être mon chapeau environnementaliste qui va tomber, mais toute la discussion, encore une fois, de trouver une structure pour cette taxe de carbone-là, ben, c'est pas c'est trop tard, mais il faut que ça se fasse. Il faut que ce soit réglé rapidement. Ça peut pas être dans encore 10 ans où là, OK, finalement, on a réussi à dire que ça va être 30 € la tonne, tout le monde partout, excellent. Maintenant, parlons de mettre en place des tranches d'utilisation de carbone. Il faut que ça se fasse plus rapidement et malheureusement, il n'y a peut-être pas l'incitatif présentement. Il n'y a pas le chemin de discussion, le plan de discussion n'est pas encore là avec l'ensemble des intervenants, selon moi, du secteur économique, si on peut le dire. Et ça commence à être... il est temps, là. On est en retard présentement et c'est un beau concept. C'est un concept qui devrait s'appliquer. C'est un concept qui devrait être internationalisé. Et c'est un concept qui doit être défini maintenant avec, encore une fois, la qualité des grands penseurs de l'économie mondiale. On manque pas de talent là, pour mettre en place cette structure-là, mais encore une fois, il faut en discuter de manière plus courante et je vais même te relancer, Gab, avec un second point, là, parce qu'il y a les deux autres critiques clés qu'on pourra discuter également au-delà de la justice climatique, des risques d'inflation. On parle d'une taxe, on parle d'augmenter de manière pas artificielle, mais le prix, par exemple, de biens de consommation liés, encore une fois, à, tu l'as bien dit, tu as la taxe de vente classique, tu auras plus une taxe liée au carbone qui viendrait s'ajouter. On est dans un contexte vraiment très inflationniste. Est-ce qu'on peut s'ouvrir, encore une fois, à dire ben, il va y avoir une hausse tout de même des prix à la consommation malgré tout à cause de cette taxe-là? C'est évident. Donc, ce risque-là, le risque d'inflation. Et également, certains vont soulever, et c'est un autre excellent point, la réduction de la compétitivité internationale. Des concurrents locaux, avec un concurrent qui vient de l'extérieur, par exemple, ben, le concurrent de l'extérieur aura à ce moment-là un désavantage parce que certainement que sa chaîne d'opération logistique, sa chaîne de production pour son bien qu'il va vendre dans le marché local où il y a plein d'autres concurrents, va être techniquement beaucoup plus cher si une taxe est appliquée. Parce qu'en proportion, le fait de dire ben tu as un concurrent chinois pour le marché québécois, ben les concurrents québécois vont avoir un avantage. Donc là, encore une fois, il y en a qui vont dire OK, ils sont très axés sur la mentalité Trump du protectionnisme, certains vont être très libéralisme économique. Moi, je suis un peu de la vision que ça nous prend justement ce fameux réseau sanguin-là du commerce international. Donc le fait d'avoir une taxe de ce type-là pourrait effectivement affecter la concurrence internationale. Ouais, et puis pareil, moi je rajouterais des points supplémentaires quand même au niveau des questions à se poser au niveau de la taxe carbone, pardon. C'est aussi que fait-on réellement avec l'argent de cette taxe-là? Pendant des années, si tu veux, on avait tendance, si tu veux, à chaque fois qu'on voyait une taxe, tout simplement à se dire, bah, tout simplement c'est de l'argent en moins. Hein. Les taxes de vente aujourd'hui représentent des montants beaucoup plus importants. Par exemple, la fameuse, les taxes de vente, et à chaque fois que tu achètes quelque chose, à l'exception de certains biens de première nécessité, tout ça est taxé, si tu veux, ça coûte de l'argent, et on s'en rend pas compte, ça c'est des montants énormes. Et je suis pas sûr qu'une taxe, si tu veux, de ces montants-là changerait grand-chose, si tu veux, par rapport aux taxes habituelles sur la plupart des produits qui, pour le coup, sont achetés par tout le monde. Ça, c'est la première, je pense, c'est un point important. Puis quid de l'utilisation, si tu veux, de cet argent-là. On a tendance, si tu veux, ces dernières années à courir au déficit tout le temps. C'est quand on est la plupart des gouvernements, d'ailleurs, ces années ont des déficits publics qui sont évidemment terribles. Bon, ça, c'est évident. La Covid a joué énormément là-dessus. Donc, je pense qu'on peut exclure, si tu veux, les 2 dernières années. Mais les dernières années, si tu veux, on avait tendance, si tu veux, à avoir un budget qui n'était pas à l'équilibre. Souvent, on recommande des déficits à environ 2,5 à 3% du PIB. Mais c'est vrai que ça représente des montants assez colossaux. Hein. Fondamentalement, ce sont des milliards et des milliards de dollars qui, chaque année, si tu veux, sont empruntés auprès des marchés pour justement rembourser, déjà apparemment rembourser la dette existante sous forme de roulement de la dette. Puis aussi, si tu veux, payer les dépenses courantes. C'est comme si tu payais tes courses sur une carte de crédit, que tu laissais le solde fondamentalement pendant des années et des années. Ça peut avoir un risque, je pense, qui est assez notoire. Hein, et est-ce que cet argent-là, et question encore une fois, c'est est-ce que cet argent-là ira directement
dans des projets à des fins, si tu veux, écologiques, ou par exemple, on l'a dit, par exemple, un développement de parcs éoliens, etc., j'en suis pas si sûr. Il y a par contre des initiatives qui sont prises au niveau de l'utilisation, qui sont par exemple, pour l'utilisation par exemple vers de crédits d'impôt, par exemple des gens qui rénovent leur maison de manière écologique, ou, je donne un exemple très simple, un gros problème qu'on a eu ces 30-40 dernières années, si tu veux, dans la plupart des maisons, et toi, JP qui habite, si tu veux, qui a habité quand tu étais gamin dans une ville où justement les maisons sont des années 60-70, la plupart des maisons ont un problème au niveau de l'isolation. C'est un des gros, des gros enjeux, si tu veux, qui aujourd'hui posent beaucoup de questions. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être utilisées effectivement grâce à ce genre de taxes. La question encore est de savoir est-ce que c'est très transparent ou pas. Dernier point que j'aimerais te partager, mon cher JP, c'est quid de l'application aussi de cette taxe. Tu as parlé d'un système progressif, comme par exemple les impôts sur le revenu. Euh, Aujourd'hui, on a déjà du mal, si tu veux, à combattre contre la fraude fiscale, si tu veux, pour les particuliers, pour les entreprises. Donc je me dis, est-ce qu'on ce sera facile, si tu veux, à implémenter, si tu veux, un compteur de gaz à effet de serre pour tout le monde, ou même une taxe, par exemple, tu me dis, par exemple, les riches auraient payé plus, il faudrait qu'il y ait un système de contrôle, si tu veux, ou comme une déclaration carbone. Ce sont des questions, je me dirais, qu'il faudra se poser, tu vois, rendu là, avec ce système-là. Donc, tout ça, évidemment, c'est des pistes de réflexion qu'on vous propose, chers auditeurs, aujourd'hui. C'est sûr, encore une fois, je vous l'ai dit, mes connaissances sur ce sujet-là sont un peu plus lacunaires, mais je trouve que c'est une belle piste de réflexion. Puis je pense que les événements qu'on connaît depuis ces dernières semaines, ça peut être justement peut nous pousser, si tu veux, à réfléchir de plus en profondeur sur ces enjeux qui sont, pour le coup, vraiment importants, là. Ben exactement, parce que des concepts, comme on l'a dit, le concept fondamental de la taxe carbone est une très bonne idée, mais comme tu l'as dit, l'application, les résultats, etc., non seulement est difficile à définir pour des pays, par exemple, juste du G7, si on considère juste le G7, comment est-ce qu'on considère qu'on doit appliquer ça pour l'ensemble de la planète, parce qu'on s'entend des causes environnementales, malheureusement, il faut que ce soit appliqué de manière uniforme partout, et tu l'as dit, c'est pas tous les gouvernements en place présentement qui ont la capacité d'instaurer cette taxe-là et de la faire de manière transparente et de manière uniforme avec leurs voisins, autant continentaux qu'internationaux. Donc, comme on vous a dit, c'était une petite introduction, on trouvait ça très intéressant. C'est sûr que, selon moi, on va faire un segment 2, peut-être pas la semaine prochaine, mais très rapidement quand même, pour parler là, de la bourse du carbone, là, en fait, de l'application, comme on l'a dit, des quotas d'émissions qui sont beaucoup plus axés sur la quantité comparativement à la taxe carbone, là. Donc, effectivement, là, on pourra en reparler sous peu, mais maintenant, passons effectivement à notre deuxième segment pour le podcast de la journée, l'instant économie. Parfait. Donc, ce qu'on vous fait, on vous l'avait dit, là, on l'avait moussé un petit peu, on avait fait l'Afrique Terre d'opportunité 1 à l'époque avec Thomas. On vous fait officiellement l'Afrique Terre d'opportunité 2 là, sur des pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, respectivement, Gab et moi avons choisi là, une nation là, qu'on aime, qui, selon nous, peuvent être assez intéressants en termes de croissance potentielle et aussi en termes d'importance sur l'échiquier mondial. Là, le but, encore une fois, de l'Afrique Terre d'opportunité est de peut-être vous soulever quelques points sur des pays qu'on ne parle pas assez, selon moi, sur l'échiquier mondial et qui, encore une fois, font de grandes manœuvres là, pour devenir quand même, on va dire, là, des puissances continentales, mais à un certain point, même dans les années à venir, et on en parlera assez rapidement, même des puissances mondiales, autant en termes économiques, ce qui est quelque chose qui est, encore une fois, très rassurant et très intéressant pour le continent africain. En fait, je trouve que c'est des excellentes nouvelles et c'est des choses, encore une fois, qu'en tant que personne qui s'intéresse à la finance et à l'économie, vous devriez le savoir parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de bonnes opportunités pour vous, autant à lire, à s'intéresser que peut-être, encore une fois, à faire des affaires si jamais vous êtes dans ce domaine-là également avec ces pays-là. Donc, on va vous faire ça respectivement. Là, on va peut-être commencer, Gab, avec ma proposition là, qui est le Nigeria et on pourra poursuivre par la suite avec le tien. Là. Donc, le Nigeria, petite introduction rapide, là, comme vous le savez, là, ça reste le pays le plus peuplé d'Afrique, tout de même. Faut dire, ça reste aussi sur papier l'économie la plus importante également d'Afrique. Donc déjà là, c'est sûr que on le connaît assez bien, son importance est déjà notoire présentement. C'est par contre un pays là, qui a quand même quelques enjeux depuis au moins 2015. Là. Officiellement, les statistiques le montraient, là, le PIB, la croissance du PIB n'a pas atteint plus de 3% depuis 2015. Également, il faut dire, ça c'est un indice quand même assez clé, mais la croissance de la population annuelle a été plus élevée que le PIB, que la croissance du PIB depuis 2015 également. Donc,
on a une population qui grandit vraiment, vraiment à vitesse grand V avec une économie qui continue à croître, mais qui est quand même stagnante en comparaison avec la quantité de nouveaux habitants au niveau du Nigeria. Également, comme tout pays, vous me direz, l'inflation est également une problématique présentement, surtout en 2020 comme plusieurs pays, mais ça a amené 7 millions de Nigériens de plus sous le seuil de la pauvreté tout de même en un an seulement. La devise, peut-être Gab, tu pourras faire un petit point là-dessus, mais le Nara a été, je crois, sous-évalué ou dévalué à peu près 3 fois par la Banque centrale dans les dernières années, à peu près dans les derniers 12 mois. Il y a aussi beaucoup d'enjeux avec les réserves étrangères de devises, les foreign reserves, surtout en dollars US, qui est une devise qui est très importante pour les pays africains. Donc c'est une économie qui, encore une fois, sur papier, a beaucoup de potentiel, mais qui depuis 2015, donc depuis déjà 6 ans, et même avant la pandémie, il faut le noter, se retrouvait quand même dans un contexte un petit peu stagnant et avec quelques problématiques dans son développement, même si, encore une fois, tout était là avec un bassin de population important et avec, encore une fois, une économie qui est la principale d'Afrique, donc ça reste quand même pertinent, qui a quand même plusieurs éléments clés. Donc, c'est un peu l'intro, je ne sais pas si tu veux ajouter quelques points. Là, par la suite, on va peut-être parler, selon moi, ce qui va amener la croissance ou un potentiel de croissance important là, en deuxième segment. Là. Oui, puis c'est vrai que le Nigeria est un de ces nouveaux pays, si tu veux, du golfe de Guinée, si tu veux, qui aujourd'hui, on considère, vont être un des grands moteurs de la croissance économique mondiale. On a parlé, dans les années 90, on parlait du siècle chinois, fondamentalement. On parlait, si tu veux, de la résurrection, si tu veux, de l'Inde, qui allait devenir la première, la plus grande démocratie au monde. Et je pense que le Nigeria est en train de devenir progressivement, avec progressivement le développement humain en hausse, tu veux, dans les pays d'Afrique, va devenir une des très grandes puissances. Et aujourd'hui, même sur le continent africain, tu l'as bien dit, premier en termes de population, c'est le pays le plus peuplé. En revanche, c'est sûr que c'est un pays qui a encore de nombreux défis. Et je trouve que c'est un excellent point que tu as amené, déjà le problème de la monnaie. Hein. C'est un problème qui est assez persistant, si tu veux, dans la plupart des pays africains. Le fait que ce soit des monnaies qui soient très faibles, si tu veux, qui ont malheureusement, qui sont intéressantes en point de vue d'exportation, comme elles sont peu onéreuses, c'est sûr que les exportations sont stimulées. Et le fait que le Nigeria possède aussi des ressources importantes, par exemple en pétrole, si je ne m'abuse, c'est plus du pétrole offshore en revanche, donc plus dans le golfe de Guinée, qui fait évidemment, qui aide beaucoup évidemment ce pays qui est immense et évidemment avec une population aussi qui est très jeune. Moi, c'est sûr que le point que j'aimerais rajouter quand même, encore une fois, je veux pas passer pour tu m'excuseras pour l'expression, mais pour le vieux con évidemment du podcast là, mais c'est vrai que c'est un pays qui a encore des thématiques très importantes au niveau de la sécurité, et je pense qui évidemment d'un point de vue géopolitique fait que pour le moment il y a encore beaucoup de difficultés qui sont présentes. Il y a une dizaine d'années, alors je ne sais pas si c'est toujours encore dans la même région, même encore d'actualité, je pense que c'est toujours le cas. Tu as le groupe islamiste Boko Haram qui sévit évidemment dans le nord du pays et qui fait que le gouvernement n'a pas le contrôle entier, si tu veux, sur son pays. Alors ça, c'est un des premiers problèmes majeurs, si tu veux. Je crois même que le Tchad, qui est une des armées justement les plus puissantes en Afrique et qui est armée aussi par la France pour le coup, qui a dû intervenir justement pour régler le problème Boko Haram justement dans le nord du Nigeria, parce que le gouvernement est dépassé, il n'est pas capable de supporter effectivement la présence de ces groupes islamiques, ces armés qui évidemment qui sont très dangereux et qui menacent, tu veux, l'intégrité territoriale déjà du Nigeria. C'est aussi le problème aussi de ces pays, si tu veux, plus généralement africains, qui sont en fait des pays multiethniques, si tu veux, d'un point de vue, si tu veux, strictement ethnique, ethno-religieuse. Le nord du Nigeria est majoritairement musulman, alors que le sud, c'est plus des religions, par exemple, comme le catholicisme, mais aussi des religions, par exemple, autres, comme en fait des religions traditionnelles en Afrique, qu'on appelle animistes, si je ne m'abuse. Et ce qui fait qu'il y a un mélange, tu veux, de différentes populations qui est assez compliqué, surtout dans cette portion du monde qu'on appelle le Sahel, qui est un axe, si tu veux, géostratégique, mais qui est très, très difficilement contrôlable. On le voit d'ailleurs avec les différentes interventions, si tu veux, par exemple de la France au Mali ou par exemple au Niger. On a encore beaucoup de mal, si tu veux, à contrôler, si tu veux,
l'intégrité territoriale de ces pays-là et la présence justement de ces groupes islamistes, souvent dans le nord, qui, sans, encore une fois, tu m'excuses pour le langage, mais foutent un peu la merde, si tu veux, dans ces pays qui ont un potentiel énorme, là, pour le coup. Exact. Puis tu l'as dit, on l'a dit, le contexte du Nigeria au sens large n'est pas idéal comme plusieurs pays africains, on dira. Par contre, et c'est un peu là, la deuxième partie de ma proposition était un petit peu de discuter de ce qui se passe avec la fameuse ville de Lagos. Parce que officiellement, ça reste une ville d'importance, on l'a dit, là, et c'est une ville également, et ça je le soulevais, là, j'avais trouvé la statistique quand même assez drôle, là, mais drôle. En fait, c'est intéressant de réaliser, c'est de projeter très loin dans le temps, mais il y en a qui vont dire que d'ici 2100, ça risque d'être la ville la plus populeuse à l'échelle mondiale. Officiellement, juste avant de vous introduire le projet qui, selon moi, est un vecteur clé là, pour la croissance du Nigeria et même de Lagos sur l'échiquier mondial et en tant qu'économie, encore une fois, prendre beaucoup plus d'importance et de légitimité. Il y a bien évidemment le fait que le port de Lagos est un port très important au niveau de l'Afrique. Malgré tout, c'est pas le port le plus important, mais ça reste quand même que c'est une des portes d'entrée clés au niveau du continent africain, ce qui est très important, encore une fois, quand on parle en termes économiques. Le fait d'être un point d'import-export, c'est toujours un élément pertinent parce qu'on le sait, l'Afrique va avoir besoin justement de continuer à développer toutes les relations d'affaires, toutes les routes commerciales, autant avec l'Amérique qu'avec l'Europe, qu'avec l'Asie, qu'avec même l'Océanie. Donc le fait que le port de Lagos est, encore une fois, un point d'entrée clé en Afrique est très important. Ce que je voulais proposer, par contre, c'était de discuter un petit peu du projet qui s'appelle Eco-Atlantic. Petit sommaire de ce que c'est, et selon moi, c'est ce qui peut, encore une fois, être vraiment le projet qui va permettre au Nigeria en tant que tel de vraiment passer la ligne en tant qu'économie pour vraiment devenir une économie, entre guillemets, développée africaine, mais qui va vraiment avoir une tendance vraiment favorable pour les années à venir. C'est un projet, justement, dans lequel, dans l'énorme ville de Lagos, il y a eu une récupération de sol, un peu comme la Chine fait avec la récupération ou la création d'îles artificielles. Mais il va y avoir en fait la création d'un tout nouveau secteur et c'est bien mis en branle, si je ne me trompe pas, même si je ne me trompe pas, c'est déjà la terre a été reprise de l'océan déjà. Et le but de faire ça, c'est pas tant le contexte de juste artificiellement refaire une île là, ou refaire une partie de la ville, mais c'est qu'ils veulent transformer ce point-là dans un pôle économique et financier majeur. Ils veulent en fait un petit peu répliquer dans ce secteur-là, dans le projet Eco-Atlantique de le quartier. Je pense qu'il y a 10 arrondissements qui vont être développés, mais de développer un petit peu l'équivalent de ce qui est, encore une fois, entre guillemets, mais ce que Hong Kong a mis en place, ce que Dubaï peut être, ce que Monaco peut être, ce que vraiment développer un endroit dans lequel il va y avoir des compagnies et beaucoup de FDI, les Foreign Direct Investment, des investissements directs étrangers, qui vont arriver de l'externe. Donc, c'est vraiment de mettre en place une zone géographique dans une ville d'importance populeuse et riche, encore une fois, entre guillemets, là, avec, oui, beaucoup d'inégalités comme Lagos-Lé, mais ça reste que c'est la ville, selon moi, avec le plus grand fondement potentiel pour le Nigeria. Et c'est de dire, OK, parfait, voici, on a mis en place, on a investi en tant que gouvernement et en tant que société pour remettre en place un coin de terre assez grand. Maintenant, les compagnies externes, les grandes banques, les grandes compagnies, venez vous installer. On veut devenir le pôle économique et financier d'Afrique et voici l'espace que vous avez maintenant besoin. Encore une fois, on verra, je crois que présentement, il y a à peu près quelques petites tours commerciales qui ont été mis en place, c'est du résidentiel. On est très loin, encore une fois, du résultat final, mais je pense que c'est un projet de longue haleine qui est vraiment l'élément clé pour la croissance du Nigeria et surtout, qu'est-ce qui va amener le Nigeria vers le prochain step en tant qu'économie, c'est le fait de profiter justement du fait que le bassin de population est en croissance et le bassin de population est énorme. Mais il faut absolument que les statistiques fassent en sorte que les personnes ne vont pas vers le seuil de la pauvreté, mais vont plus vers une classe moyenne. Il faut que la classe moyenne devienne une classe moyenne plus aisée. Et comment faire ça? Ben, encore une fois, oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que le projet Eco-Atlantique, qui va amener des grandes compagnies, qui va amener des gratte-ciels, qui va amener des grandes tours commerciales et résidentielles dans un secteur, pourrait être un élément qui va amener des disparités sociales. C'est vrai. Encore une fois, c'est là où le gouvernement du Nigeria, qui reste quand même un gouvernement qui est relativement stable en comparaison avec d'autres pays voisins. C'est pas l'idéal, on le dit toujours, mais ça reste quand même quelque chose qui est un petit peu plus stable que des pays voisins qui ont beaucoup d'autres problématiques, on va le dire. C'est important là, de justement mettre en place une stratégie pour que, oui, les grandes compagnies s'installent, mais de créer des bonnes jobs, justement d'encourager à ce que ce ne soit pas des personnes qui arrivent de l'extérieur qui viennent compenser les emplois dans la fameuse cité de Eco-Atlantic, mais de vraiment encourager à ce que ce soit des personnes éduquées nigériennes qui puissent justement obtenir ces emplois-là pour, encore une fois, comme on l'a dit, créer ce fameux
bassin de population de classe moyenne qui va vraiment permettre, selon moi, d'amener l'économie du Nigeria vers un autre niveau et de vraiment imposer, comme on l'a dit, le Nigeria comme étant, oui, le pays le plus populeux, oui, l'économie sur papier qui est la plus grande d'Afrique, mais qui a le plus de potentiel, surtout pour les affaires étrangères, encore une fois. Je partage effectivement ton opinion, JP, à propos en tout cas du Nigeria. Comme je te l'ai dit, je suis consciente effectivement que le développement, par exemple, de ce que tu l'as dit, le fameux Eco-City, ça peut bien évidemment contribuer, si tu veux, déjà à amener des capitaux étrangers. Je pense que c'est des pays, si tu veux, qui ont un sous-développement, si tu veux, chronique, surtout à l'extérieur des grandes villes. Hein. Tu sais, on en a déjà parlé encore mille et une fois, mais je me répète, mais les projets, par exemple, chinois, comme les nouvelles routes de la soie, permettent, si tu veux, quelque part pour ces pays-là, déjà de c'est con, hein, mais juste bâtir des routes, c'est déjà quelque chose de très important pour le développement du territoire. Hein. C'est des axes, tu veux, d'amener des transports, tu veux, ça permet bien évidemment non seulement de déplacer des populations, mais de déplacer surtout des marchandises. Et je pense que c'est quelque chose déjà qui va beaucoup aider, si tu veux, à contribuer à amener effectivement l'économie de l'Afrique à un autre niveau. Le développement de grands ports et de grands hubs portuaires, bien évidemment, comme Lagos, c'est un excellent point. Lagos est une des villes, si tu veux, qui est des plus dynamiques, si tu veux, d'Afrique de l'Ouest, qui d'ailleurs c'est aussi une capitale culturelle aussi hein, dans l'Ouest de l'Afrique, par exemple pour les pères de la zouk, par exemple pour ceux qui sont amateurs de musique africaine ou d'autres genres. Malheureusement, encore une fois, je suis pas un expert, j'apprécie, mais je suis pas non plus un expert dans ce genre-là. La question est de savoir aujourd'hui, ben, tu l'as bien dit, c'est oui, tu as une rente pétrolière qui probablement a pu permettre si tu veux, de construire et financer si tu veux, le développement du territoire fondamentalement. Il y a la question, je pense, évidemment, des inégalités, hein, bien évidemment, qui va se poser beaucoup dans ce genre de pays. On le sait, le Nigeria, c'est une démocratie qui est imparfaite. Hein. À mon souvenir, c'est un régime quasiment, une république quasiment militaire, si tu veux, avec évidemment des libertés de la presse qui sont réduites au minimum. Et si tu veux, la question de l'inégalité est importante. Je crois, j'avais lu un docu, je pense que c'était sur France Info, qui parlait justement du développement du Nigeria, qui est un pays d'environ 200 millions d'habitants et où quasiment 95 millions de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour. Donc c'est pour te dire un peu les disparités entre justement et encore une fois, entre cette jet set de Lagos qui profite du développement économique de ce pays magnifique, encore une fois, et malheureusement une population qui est marginalisée souvent à l'extérieur, si tu veux, des grands centres urbains et qui a non seulement la difficulté à se déplacer, à construire, si tu veux, à même vivre au jour le jour. Tu sais, par exemple, juste la question de la nourriture tu sais, est un enjeu primordial dans certaines campagnes tu sais, au Nigeria. On mange encore trop mal, si tu veux, par rapport aux grandes villes. Et il y a vraiment ce phénomène, si tu veux, maintenant même d'exode rural et même d'exode urbain. Enfin, il y a des mouvements de population qui sont assez intéressants, si tu veux, à noter en Afrique. On voit de plus en plus, si tu veux, maintenant une jeune classe éduquée, si tu veux, par exemple au Nigeria, qui par exemple s'exporte par exemple dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis. Je sais qu'il y a une énorme communauté nigériane aux États-Unis et aussi dans la plupart des pays anglophones. Donc par exemple, évidemment, l'Angleterre, c'est une base de repli pour beaucoup de Nigérians. Et cette diaspora, évidemment, elle permet évidemment de contribuer tu vois, au succès culturel, je pense aussi, du Nigeria. Mais il y a toujours à prendre en compte, évidemment, tous ces enjeux-là. C'est que oui, il y a des efforts qui sont faits. Et je pense qu'encore une fois, il y a encore beaucoup de défis à relever. En revanche, je pense que le Nigeria est bien positionné, effectivement, en tout cas pour relever ces défis-là. Qu'est-ce que tu penses, JP, si on passe du coup à mon pays que j'ai choisi? Absolument, absolument. Donc, c'est ce que j'allais te proposer justement là, en faisant t'as fait un petit peu la conclusion sur le Nigeria, là, mais je vais te laisser effectivement là, amorcer avec le sponsor officiel là, le sponsor officiel du PSG et d'Arsenal à l'époque, là, mais je te laisse la parole pour le second. Je savais pas par exemple qu'ils étaient avec le PSG, mais je sais que le Rwanda, évidemment, était le sponsor en tout cas d'Arsenal. C'est comme ça. C'est d'ailleurs ce qui je pense t'a donné l'idée de me suggérer parce que j'étais à la recherche justement
d'un pays qui était intéressant. Et je dois Ouais, t'avouer, ben, pour faire un petit alinéa, en fait, c'était vraiment, j'ai écouté un paquet de vidéos de l'arrivée de Messi au PSG, à peu près sur tous les maillots. Il y avait le Visit Rwanda sur les maillots d'entraînement. Donc, l'inspiration vient effectivement de Messi. On le salue ah, d'ailleurs. On espère qu'il se joindra à nous sur un épisode. moi, c'est malheureux, mais je pense malheureusement pas je pense qu'il va décliner notre Pour nos fans invitation. hispaniques. Ouais. Mais trêve de plaisanterie, le Rwanda, évidemment, qui est un pays où je trouvais intéressant, quoi, parce que je dois t'avouer, j'étais en train de réfléchir quand tu m'as suggéré une Afrique terre d'opportunité, qui est un des segments que je trouve le plus intéressant, parce qu'on s'oriente justement vers des pays ceux qui sont parfois méconnus, hein, et nous-mêmes, tu sais, je trouve que ça attise ma curiosité, moi, personnelle, donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Et le Rwanda est arrivé effectivement effectivement comme un choix si tu veux, évident, hein, parmi les pays de l'Afrique des Grands Lacs. Euh, pour revenir et puis pour resituer un petit peu évidemment le contexte évidemment économique de ce pays-là, c'est sûr que c'est un pays beaucoup plus pauvre, hein, que le Nigeria, hein. Pour te donner un état d'idée, le PIB par habitant au Rwanda est d'environ 2500 $ en parité de pouvoir d'achat, 820 $ par habitant pour le PIB nominal, ce qui le place en tout cas en parité de pouvoir d'achat à 206e place sur, je crois, 220 États qui sont reconnus par l'ONU, et la 195e place avec le PIB nominal. Donc, si tu veux, c'est sûr que c'est un pays extrêmement pauvre, si tu veux. Et c'est justement ça qui a créé la polémique, effectivement, avec Visit Rwanda, donc sur les maillots de Arsenal, puisque ça a été un nouveau contrat qui a été signé, si tu veux, par l'Office de tourisme, si tu veux, du département du tourisme, ministère qui s'occupe de ça. Un coût pharaonique, je crois que c'était plus de 10 millions de dollars par année pour ce contrat-là sur plusieurs années. Euh, si tu veux, c'est un pays qui, si tu veux, en termes de richesse, est comparable, si tu veux, avec le Mali, par exemple, avec le Burkina Faso, qui sont d'autres pays qui sont pareils dans ces ordres de place, si tu veux, au niveau de PIB par habitant. Donc, clairement, on est dans un pays qui est beaucoup plus pauvre, évidemment, que le Nigeria. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que le Rwanda, au contrario du Nigeria, qui, lui, va se baser plutôt beaucoup plus sur l'import-export, sur la manufacture, sur l'extraction évidemment de ressources pétrolières ou aurifères, etc. Le Rwanda, eux, leur stratégie est beaucoup plus sur le tourisme, hein. C'est d'où l'intérêt de cette campagne publicitaire, là. Ben effectivement, puis tu sais, je pense que c'est un point qui est quand même assez intéressant, puis on fera peut-être un segment à un certain point également sur Haïti, là, mais je trouve qu'il y a une forme de comparaison quand même intéressante que Haïti peut prendre du Rwanda, parce que l'historique avec le Rwanda, avec la fameuse, tu sais, tout le génocide qui est entouré, toute la tension internationale qui a eu lieu sur ce pays-là, ils sont allés très bas, honnêtement, en tant que société. Il y a eu tellement de maux et de problématiques pendant des années, des années au Rwanda, que de voir présentement la tangente que ce pays-là prend. Moi, honnêtement, je trouve ça vraiment impressionnant, puis je trouve que c'est un bon exemple, encore une fois, comme tout pays, là, il y a des problèmes, encore une fois, sociétaux qui peuvent arriver, mais d'être capable de se rebâtir comme le fait le Rwanda présentement, c'est super intéressant. Un des points, comme tu soulevais également, bon oui, le tourisme, c'est un super bon vecteur, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour amener des capitaux et surtout pour amener, encore une fois, des personnes, et l'idéal pour le Rwanda est d'amener, encore une fois, une espèce de conscience collective internationale que c'est un pays tout à fait normal au final. T'sais, venez nous visiter, vous allez réaliser que, je veux dire, c'est une belle place à aller et c'est tout à fait normal d'un peu casser les tabous qui vont entourer ce pays-là. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup, puis je lisais un petit peu là-dessus également quand tu m'as confirmé que c'était le pays que tu voulais choisir. Et encore une fois, j'étais un peu en mode comparaison, je l'ai fait avec le Nigeria, là, mais j'ai écouté un reportage qui disait que présentement, le Rwanda fait partie des pays qui, encore une fois, en termes de propreté, peut être comparable à Singapour. C'est un pays qui, encore une fois, va s'intéresser, encore une fois, et c'est ce que j'aime, des pays qui vont justement, et des gouvernements qui vont prendre en exemple des cités-États comme Singapour ou des endroits qui, encore une fois, ont réussi à avoir des développements exponentiels dans les dernières années, ou du moins depuis le début du 21e siècle. Donc je trouve que ça montre encore une fois un vecteur d'à quel point ce pays-là, et tout est possible un peu, encore une fois, on a des pensées pour Haïti et pour ses habitants. Encore une fois, au Québec, on s'entend, et au Canada, on a une diaspora qui est assez importante, donc c'est assez épouvantable qu'est-ce qui se passe là-bas présentement, mais je trouve que le Rwanda est un très bon exemple de tout est possible pour se rebâtir, et ça se fait à vitesse grand V avec le tourisme, comme tu l'as dit, mais c'est un pas dans la bonne direction pour justement devenir, vraiment avoir une croissance exponentielle de sa position un petit peu regrettable en termes économiques présentement sur l'échiquier mondial. Bon, et puis, c'est à contraster, et c'est ça que je trouve marrant avec le Rwanda, c'est que ça, en réalité, ses forces, ses atouts,
Alors, je te dirais, son plus gros défaut à ce pays-là, c'est qu'il n'a pas accès à la mer. Ça, c'est vrai que c'est évidemment un gros défaut, si tu veux, donc, ce qui limite énormément ton potentiel, tu veux, d'import-export. Mais c'est un pays, si tu veux, qui est non seulement est bordé par un qui est dans la région des Grands Lacs, donc qui si tu veux, a quand même des ressources hydriques importantes, qui a un sol, tu veux, qui peut être irrigable de manière générale. Euh, c'est un pays aussi qui a un potentiel, encore une fois, touristique qui est magnifique. Alors, notamment les lieux les plus connus, c'est notamment le lac Kivu, qui est dans l'ouest du pays, qui est, encore une fois, le plus, je crois, en fait, qui est la source, en fait, du Nil rouge, si je ne m'abuse, ou le Nil blanc. En tout cas, c'est un des... c'est un lac qui est magnifique. J'avais lu un épisode de Top Gear là-dessus. Enfin, maintenant, leur nouveau, je crois que ça s'appelle sur Amazon, là, c'est leur nouvelle série, là. Excuse-moi, là, je me souviens plus, là, mais. Et c'était magnifique, hein, si tu veux, des paysages à perte de vue, si tu veux, avec des volcans aussi. Il y a un parc national, le parc national des volcans, justement, au Rwanda, qui est extrêmement connu à travers le monde et qui est connu aussi pour, par exemple, des safaris importants. Tu peux aller voir une diversité, si tu veux, d'animaux, je pense, qu'on peut retrouver quasiment nulle part ailleurs ou dans des pays qui sont beaucoup plus instables, comme par exemple le Kenya, qui, je dois t'avouer, depuis leur attentat il y a quelques années, a perdu un peu de sa réputation au niveau du tourisme. Par exemple, les plus connus, évidemment. Encore une fois, si tu veux, c'est pas ma force, là, mais le safari, par exemple, avec des gazelles, des oiseaux, des lions, des gorilles, que j'ai vu d'ailleurs sur le site de Visite Rwanda, et tu verras, ça fait des très beaux fonds d'écran, je trouve, pour l'ordinateur. Euh, et c'est toute la question, si tu veux, de ce pays-là. C'est que pour le moment, effectivement, il est tenu par une main de fer aujourd'hui par son président, qui est M. Paul Kagame, qui est d'ailleurs un amateur d'Arsenal. C'est pour ça que aussi il a signé en particulier avec eux. Euh, c'est un pays, si tu veux, qui est tenu par une main de fer, qui aussi, voilà, a investi énormément, si tu veux, sur le tourisme vis-à-vis, notamment via le sponsoring. D'ailleurs, tu sais que ce contrat-là a eu un effet assez impressionnant, hein, puisqu'il a été lancé en 2018 et la croissance du tourisme était au niveau des arrivées de vol, ça a augmenté de 42% en un an. Donc, si tu veux, c'est pas négligeable, hein, cette campagne-là, et je pense qu'elle a des retombées économiques positives. Après, c'est vrai que les montants, si tu veux, exorbitants, posent la question, encore une fois, de la corruption, la question aussi du respect des minorités. On sait que Paul Kagame est un Tutsi, mais c'est un pays évidemment multi-ethnique, le Rwanda, et qui a connu évidemment un passé très douloureux avec le génocide en 1994, et qui a connu évidemment le génocide, en tout cas des Hutus, des Tutsis, pardon, par les Hutus, qui est l'ethnie majoritaire au Rwanda. Donc, si tu veux, c'est un peu. C'est encore une fois un pays qui a une histoire compliquée, si tu veux, c'est pas facile quand tu ressors de ça, de t'en sortir. Je trouve que l'approche de dire, bon, on veut au moins exister aux yeux du monde. Souvent, les gens, ils ont la réputation, si tu veux. Dans les pays d'Afrique, on dit, ah bah, tu sais, c'est un peu comme tous les autres, ça se tue à la machette, etc. Oui et non. Il y a des choses qui se font en Afrique et c'est toute la beauté de ce continent aussi. Et c'est pour ça que je trouve toute la pertinence aussi de l'Afrique terre d'opportunité. Et c'est pour ça que c'est un de mes segments préférés. Parce que c'est ça, on fait découvrir aussi des pays que d'habitude tu n'aurais, à part quand tu regardes sur une map monde où tu joues à découvre les pays, bah, tu n'aurais pas pensé à faire des recherches là-dessus. Et c'est pourtant un pays qui est vraiment magnifique. Moi, je vous invite vraiment, chers auditeurs, à aller regarder un peu le site. Alors, évidemment, c'est des photos publicitaires, donc évidemment c'est un peu exagéré, mais je trouve ça magnifique, avec des gorilles, etc., des lions. Je me retourne un peu hors d'enfance avec tout ça là. Exact. Puis je pense que ça conclut bien l'épisode, encore une fois, et c'est exactement ça le but. Puis je pense, encore une fois, on verra, là, dépendamment de vos commentaires, comme toujours, n'hésitez pas, là, mais on verra si on fait un Afrique Terre d'opportunité, la 3e édition, là, parce qu'effectivement, il faut le rappeler, là, on gagne à le connaître, parce que s'il y a bien, dans toute la logique, encore une fois, puis j'en ai glissé un petit mot vite là, dans le premier segment, là, mais le fait de trouver une manière de repenser la croissance économique d'un pays, là, je pense que l'Afrique est vraiment un terrain pour ces pays-là, là, qui est vraiment exponentiel, parce que tout le monde a intérêt présentement à ce que des pays continuent à croître, mais croître de manière, encore une fois, plus environnementale et plus responsable. Et je pense que, encore une fois, le support externe pour des pays qui vont lever la main en disant on a un contexte favorable à la croissance, les intérêts étrangers vont arriver,
Et c'est là où, encore une fois, on va espérer que tout puisse se stabiliser, tout puisse se croire. Donc, je trouve que le Rwanda, autant que le Nigeria, encore une fois, et tu l'as bien dit, c'est assez diamétralement opposé en termes d'importance statistique, en termes économiques. Mais ces deux pays, encore une fois, qui se sont stabilisés et qui, encore une fois, s'en vont vers une tangente qui est très favorable et qui, encore une fois, va amener beaucoup d'intérêt. Tu l'as dit, par la Chine avec les roues de la soie, mais également par, on va s'entendre, tout le continent nord-américain. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'on va officiellement terminer notre épisode. Là, ça a passé très vite. C'est un épisode avec deux sujets qui étaient quand même assez imposants. Là, donc, on est revenu dans un épisode quand même assez long. Mais je vais te laisser, Gab, de faire le petit mot de la fin là, pour conclure l'épisode. Oui, bah, n'oubliez pas évidemment de partager notre contenu si ça vous a plu. Vous pouvez évidemment mettre un petit like sur la vidéo YouTube. Ça nous permet encore une fois d'être mieux référencés au vu de l'algorithme, bien évidemment. Puis n'oublie pas, on est disponible évidemment toujours sur toutes les plateformes de podcast, y compris Spotify et Apple Podcast. Je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne semaine et merci pour votre écoute. Bonne semaine tout le monde. Salut.